Les deux roues ont le vent en poupe au Ghana. Autrefois très peu prisées en matière de transport, les motos tendent à devenir le moyen de déplacement le plus utilisé. Une réalité durement ressentie par les vendeurs de vélos dont le chiffre d'affaires est en nette baisse. Les gens ont toujours besoin de vélos pour circuler. Mais certaines personnes ont besoin de motos. Si les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter des motos, ils viennent acheter des vélos. Notre activité a baissé à cause des motos, mais les personnes continuent d'utiliser les vélos et la plupart d'entre eux sont étudiants ou agriculteurs. Ils viennent ici pour prendre des vélos. Autre victime de cet essor des motos au Ghana, les chauffeurs de taxi. De moins en moins sollicités de nos jours, ces derniers voient leurs activités considérablement réduites, la tendance étant de plus en plus au tricycle. Les motos et les tricycles motorisés ont pourri notre métier depuis si longtemps. Au départ, les motos faisaient du chargement de maïs par exemple, ou d'autres choses. Mais maintenant, ils transportent aussi des personnes, ce qui a causé un préjudice à la plupart des chauffeurs de taxi. La plus importante ferme solaire d'Afrique de l'Est a été inaugurée au Rwanda. D'une capacité de 8,5 MW, elle produit 50 MW à l'heure par jour. L'électricité produite est directement injectée dans le réseau national et représente 10% de la capacité totale de la production du pays. Chaque jour, nous produisons plus ou moins 50 MW. Cette centrale électrique a commencé à produire de l'énergie à sa pleine capacité début août de cette année. Et elle contribue pour 10% de la production totale de l'énergie au Rwanda. Une centrale électrique aussi grande que celle-là est la première en Afrique de l'Est. Donc vous pouvez comprendre à quel point le Rwanda est vraiment intéressé pour trouver des sources alternatives pour s'alimenter en électricité. Le solaire est un nouveau pari du Rwanda. Dans la région, l'entreprise allemande Mobisol s'est installée et a déjà permis à 3000 foyers de s'éclairer et vise 50 000 d'ici 4 ans. Mobisol allie mobile banking et microcrédit pour rendre accessibles ses produits dont le moins cher coûte $7 par mois. Nous apportons deux choses à la fois ici, la technologie qui est contrôlée à distance et la finance que nous pouvons faire avec des paiements mobiles à distance dans notre base de données pour s'assurer que le consommateur paye et que tout se passe bien. Si pour certaines raisons il ne paye pas, le système s'éteint. Le consommateur reçoit un SMS qui lui dit « S'il vous plaît, payez ». Ça fait plus d'un mois que j'ai installé le système Mobisol avec la télévision offerte. J'ai pris cette décision car dans notre village, il n'y avait pas d'électricité. Ça m'a permis de développer mon commerce. Jusqu'à aujourd'hui, seul 22% de la population est connectée au réseau national, même si le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 70% en 2017. Après s'être stabilisés pendant quelques jours, les cours du cacao ont reculé la semaine dernière. Les prix du cacao cotés à Londres et à New York ont atteint la semaine dernière leur plus bas niveau depuis la mi-décembre à respectivement 1936 livres sterling et 2908 $ la tonne. Les perspectives de bonne récolte en Afrique de l'Ouest pourraient cependant peser sur ces prix à moyen terme, l'offre de cacao pouvant connaître un petit surplus. Pour le moment, les volumes de cacao de Côte d'Ivoire restent faibles à cause des fortes pluies qui ont ralenti les récoltes et les chargements dans la région, tandis que la demande est robuste. 153 milliards de francs CFA. C'est le montant global récolté par le gouvernement camerounais dans le cadre de l'emprunt obligataire 2014-2019 lancé le 24 novembre dernier. Rémunéré à un taux de 5,50% l'an, cet emprunt obligataire destiné à financer des projets d'envergure dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures routières et portuaires,
a suscité un grand engouement dans le rang des établissements bancaires de la place qui sont les premiers souscripteurs. En première ligne, on retrouve la SCB Cameroun qui a misé 50 milliards de francs CFA. Les particuliers et épargnants directs du Cameroun ont pour leur part souscrit à hauteur de 21 milliards de francs CFA. Pratiqué au Mali depuis des siècles, l'orpaillage traditionnel a connu ces dernières années un regain d'activité après le conflit de 2012. De nombreux Maliens sans emploi ont pris la route pour les mines d'or de l'ouest du pays. Malgré des conditions de vie et de travail pénibles, des hommes et des femmes viennent tenter leur chance dans la mine de Koflatier, à quelques kilomètres de la frontière guinéenne. On vient jusqu'à 6h du matin et 18h on est là. On fait comme ça. Même, il y a des moments qu'on ne mange même pas. Moi-même, tellement j'ai beaucoup travaillé, je sens une douleur dans mon dos. C'est le travail. Le travail, c'est difficile même. Les orpailleurs revendent l'or à 27 € le gramme. Si les plus chanceux peuvent parfois trouver jusqu'à 50 grammes dans le mois, pour Brahima, arrivé ici l'an dernier, les gains espérés ne sont pas au rendez-vous. Je suis venu de Bougoni pour chercher de l'or, mais jusque-là, je n'en ai trouvé que très peu. Difficile car il fait chaud, très chaud, et on ne dispose pas de bon matériel pour travailler. La population des orpailleurs au Mali est aujourd'hui officiellement estimée à plus d'1 million de personnes, sur un total de 14 millions de Maliens. Dans bien des régions, l'or est quasiment la seule ressource. En pleine expansion, le secteur, peu structuré, doit faire face à de nombreux défis sociaux et environnementaux. Parce que vous voyez déjà là, parce que peut-être qu'à peine 2 mètres dans le souterrain, qu'il y a eu des exploitations dans tous les sens. Côté droit, gauche ou bien gauche-droite. Donc il n'y a pas eu de support qui a été un peu mis à l'écart. Donc ils ont tout enlevé sur tout leur passage. À tout moment, un incident peut survenir. Le dernier drame remonte au 13 septembre dernier, où l'effondrement d'une galerie dans une mine voisine a coûté la vie à 16 personnes, portant à 18 le nombre de victimes cette année. La cohabitation entre les sociétés minières et les orpailleurs est également une source de tensions récurrente. C'est ainsi qu'en septembre dernier s'est tenu à Bamako le premier forum national sur l'orpaillage, à l'issue duquel diverses recommandations ont été formulées afin... Que de changements pour les Français en 2015. Première bonne nouvelle, le SMIC horaire connaît une hausse de 0,8% et passe à 9,61 €, soit 1457,52 € bruts mensuels. Autre bonne nouvelle, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, une mesure qui devrait profiter à 6,1 millions de foyers. Les ménages modestes bénéficieront par ailleurs d'une baisse de 5,5% de la TVA pour acheter un appartement neuf dans les nouveaux quartiers. Les donations de logements neufs aux enfants et petits-enfants avant fin 2016 bénéficient également d'un abattement de 100 000 €, comme les donations de terrain jusqu'à fin 2015, à condition qu'ils soient ultérieurement construits. En revanche, les Français devraient débourser plus d'argent pour la redevance audiovisuelle, plus 3 € à 136 € en métropole et 86 € en outre-mer, soit une hausse de 1 €. Le gasoil gagne quant à lui 4 centimes alors que le timbre connaît une hausse historique de plus 7% en moyenne. Du côté des transports, la tendance est aussi à la hausse avec plus 2,9% en moyenne en Île-de-France et jusqu'à 2,6% sur les tarifs de la SNCF selon le type de train et de... Thomas Piketty dit non à sa nomination pour la Légion d'honneur. L'économiste français qui estime que ce n'est pas du ressort du gouvernement de décider de qui est honneur refuse cette nomination. Thomas Piketty, dont l'ouvrage intitulé « Le capital au XXIe siècle » connaît un immense retentissement international, appelle les autorités françaises à se consacrer plutôt à la relance de la croissance en France et en Europe. Précisons que Thomas Piketty figure dans la promotion du 1er janvier 2015 de la Légion d'honneur publiée au journal officiel français.
Il était nommé au rang de chevalier aux côtés d'un autre économiste, le prix Nobel Jean Tirole, qui est lui fait officier. Sous-sol du Costello, un café-concert en plein centre de Madrid. Les fêtards entament leur soirée dans cette capitale aux milliers de bars, célèbre pour sa vie nocturne sans limite. Mais la crise, le chômage et les mesures d'austérité qui frappent l'Espagne ont aussi un impact sur les sorties. La consommation a chuté. Souvent, le bar est presque aussi plein, aussi animé qu'il pouvait l'être en 2008. Mais en gros, les recettes ont diminué de moitié. Avec 75 000 emplois, le monde de la nuit reste crucial pour l'économie de la région de Madrid. Il génère entre 5,5 et 7,5 milliards d'euros par an. Mais la baisse d'activité est frappante. Même le jeudi, qui marquait traditionnellement le début des sorties du week-end, est devenu un jour très calme. Comparé au bouillonnement festif des années 80 et de la movida madrilène, les noctambules regrettent la perte d'une certaine magie. Avant, c'était une ville comme peuvent être maintenant Berlin ou Londres, pleine de possibilités, avec un choix beaucoup plus large. On n'a pas le choix. Il faut essayer de contrôler un peu ce qu'on dépense, sinon, sans s'en rendre compte, on commence à dépenser et on rentre chez soi les poches vides. Le mieux à faire, c'est de sortir avec peu d'argent. Confrontés à la chute brutale de la consommation depuis le début de la crise, les professionnels doivent faire preuve d'imagination pour survivre. Un défi auquel n'ont pas échappé les établissements les plus anciens, comme le café-concert La Palma, ouvert depuis 20 ans. Nous avons dû nous réinventer, faire beaucoup plus de choses. Si avant on organisait 3 concerts par semaine, maintenant c'est 5. 2 présentations de livres, 1 pièce de théâtre. On cherche à multiplier l'offre pour donner aux gens une raison de plus de venir. Sans nostalgie, les professionnels espèrent que les nuits madrilènes retrouveront un peu de leur éclat. Grâce au retour de la croissance en Espagne, la consommation semble timidement repartir. Belle performance pour la bourse de Tokyo sur l'ensemble de l'année 2014. Bien qu'ayant terminé sa dernière séance de l'année en net repli sur fond de prudence des investisseurs, notamment face à l'incertitude politique en Grèce, l'indice Nikkei a gagné 7,12%, retrouvant ainsi un niveau jamais connu depuis 2007. La bourse de Tokyo aura donc accentué sa progression après avoir bondi de 57% en 2013, sa meilleure performance depuis plus de 40 ans. À l'origine de ce bond, l'enthousiasme autour des Abenomics, la stratégie économique du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Autre facteur favorable, la chute du yen face au dollar.